Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. La communauté internationale se mobilise ce 22 mars autour des enjeux de l'eau potable. 2,2 milliards de personnes dans le monde vivent sans accès à l'eau potable. Au Bénin, ils sont environ 7 millions de personnes en milieu urbain comme en milieu rural à vivre sans l'eau potable. C'est le cas de Zundia, un quartier de l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi. Les populations font face à un véritable problème d'eau. Vous entendrez les inquiétudes des riverains dans ce 13h au Bénin. Ensuite, la Direction générale des impôts du ministère de l'économie et des finances veut davantage éduquer la population sur la nécessité de payer les impôts. C'est à travers une campagne de promotion du civisme fiscal lancée ce mardi à Cotonou, un projet soutenu par l'Agence française de développement. La cérémonie de lancement de la dite campagne a eu lieu à la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances. Et puis enfin, nous irons à Doubou où l'association des vaillantes femmes a organisé une marche sportive à travers la ville. Cette marche a abouti à une séance de réjouissance qui a mobilisé aussi bien les hommes que les femmes du club Hebdo Sport. Pour la réussite de cet événement festif, l'honorable Malik Sebou Gomina a apporté son soutien indéfectible. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous ouvrons ce 13h au Bénin avec vous, William Cliquant. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Justement, les grandes décisions prises en Conseil des ministres viennent de tomber. Bonjour Eric et bonjour à tous. Eric, retenez que le domaine d'activité le plus touché par ce conclave gouvernemental est bien le tourisme, avec une mesure normative et la seule communication de ce conseil. Le gouvernement a approuvé les statuts de l'Agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey-Archa. Dans le même registre, la contractualisation pour la mission de conception, construction, livraison et assemblage de sculptures devant représenter des scènes de personnages à poser sur des places aux enchères autour de l'arbre de retour à Ouida a été aussi débattue par les membres du gouvernement suite à la communication du ministre en charge de ce secteur. Après la nomination d'une nouvelle présidente et d'une nouvelle secrétaire exécutive à l'Institut national de la femme mercredi dernier, le gouvernement a adopté aujourd'hui les statuts révisés de cette institution. On retient aussi, Eric, que ce conclave gouvernemental a vu le projet de loi portant amendement de la loi du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest transmis à l'Assemblée nationale. Des nominations ont été prononcées dans 3 ministères. Le ministère du Développement en charge de la coordination de l'action gouvernementale, le ministère de la Justice et de la Législation et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Retenez pêle-mêle Liamini Laguidi comme directeur des systèmes d'information du ministère du Développement, Marc Degueno au poste de directeur adjoint de l'école de formation des professions judiciaires au ministère de la Justice et de la Législation, et Diane Roselyne Jossinou est désormais secrétaire technique permanente du Conseil national d'orientation du suivi du secteur agricole. Eric, pour finir, il y aura les focus de la rédaction de Canal 3 sur toutes ces décisions du Conseil des ministres. Absolument, merci à vous, William Cliquant, et puis à très bientôt. Aujourd'hui, je voulais annoncer en titre, la communauté internationale se mobilise autour des enjeux de l'eau potable. 2,2 milliards de personnes dans le monde vivent sans accès à l'eau potable, bien entendu au Bénin. Ils sont environ 7 millions de personnes en milieu urbain comme en milieu rural à vivre sans l'eau potable. C'est le cas de Zundia, un quartier de l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi. Les populations font face à un véritable problème d'eau. Vous entendrez les inquiétudes des riverains qui s'en remettent bien entendu aux autorités compétentes. Voici les images avec Teddy Goudalo. Deux préoccupations majeures mobilisent ces hommes et femmes sous cet arbre. Il s'agit bien des problèmes liés au manque d'eau potable et surtout à l'électricité qu'ils vivent dans leur localité. Dans cette zone de Zundia, dans la commune d'Abomey-Calavi, les habitants estiment être déconnectés des réseaux électriques qui pourtant leur sont indispensables. En réalité, toutes les voies principales ont de poteaux électriques. Mais les voies secondaires, les voies internes, là, il n'y en a pas. Si par hasard vous découvrez un poteau électrique autour de nous ici, donc c'est acheté. C'est un particulier qui a sorti son argent pour en acheter. Et c'est sur ceux-là maintenant que toute la population, le reste, se base pour faire ce que nous appelons les toiles d'araignée. Regardez, nous sommes à moins d'1 kilomètre de l'hôpital de zone. Bientôt, l'hôpital de référence. À côté, vers Zunjadako là-bas, il y a le grand marché. Tout à l'heure, derrière nous ici, c'est la maison, ou que je vais dire les maisons administratives qui sont en construction.
À ce véritable calvaire des populations de Zundia s'ajoute celui de l'indisponibilité de l'eau potable. Un mélange de difficultés qui constitue pour ces riverains un casse-tête auquel ils espèrent une solution imminente. L'eau là, c'est encore toute la gymnastique. On n'a pas d'eau ici. On n'est pas du tout dans la zone où les gens ont facilement l'eau. C'est l'eau de puits. Ceux qui ont même fait forage là vendent l'eau très chère à nous. Et pour avoir de l'eau propre là, tu es obligé d'en acheter. Tout comme les apprenants du primaire et du secondaire qui habitent la localité, Adolphe, étudiant à l'université d'Abomey-Calavi, éprouve des difficultés à réviser ses cours. On arrive difficilement à prendre nos leçons et à réviser les cours parce qu'on n'a pas l'électricité et ça nous cause beaucoup de problèmes dans le quartier, dans la nuit et aussi dans nos études. Quand on nous amène les poteaux électriques, qu'on nous branche, les gens sont prêts. Il faut aller à la SPF voir combien de demandes de connexion, de comment vous appelez ça, de raccordement qu'on a demandé. Et c'est là, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne vient jamais. Alors que c'est beaucoup plus commercial pour l'État. La SBE, je veux dire. Concernant l'eau, on ne sait pas en réalité ce que nous buvons. Parce que et pour boire l'eau, l'eau aussi a ses effets qu'il faut aménager. Mais de grâce, on n'a pas l'eau dans le quartier. Et on essaie de prendre l'eau de puits et de forage. Bon, tout ça là nous crée aussi des maladies que nous ne savons pas. Le manque d'eau potable et d'électricité constitue donc les véritables problèmes auxquels sont confrontées les populations de Zundia. En attendant qu'une solution définitive leur soit apportée, ils implorent l'indulgence des autorités compétentes à se pencher sur le sort. Et puis sur le même sujet, nous avons en ligne le professeur Edia Flavien Dovono. Bonjour, vous êtes spécialiste en management environnemental et qualité des eaux. Merci de votre intervention dans ce 13h au Bénin. Bonjour, merci à vous aussi. Alors parlez-nous un peu des enjeux de l'eau potable au Bénin. Merci monsieur le journaliste. Vous savez, quand on veut parler des enjeux de l'eau potable au Bénin, il faut d'abord dire un peu ce qui se passe dans le monde. Dans le monde en général, il faut dire que aujourd'hui, nous avons près de 2,2 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Et lorsque nous prenons notre cas, le Bénin, il faut dire que notre pays n'a pas des problèmes de l'eau, mais nous avons des problèmes de mobilisation de l'eau. C'est-à-dire quoi? Il pleut beaucoup, le pays est fortement arrosé, mais nous n'arrivons pas à mobiliser cette eau pour en faire des usages, tels que l'agriculture par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que notre agriculture est encore fortement dépendante de la pluviométrie. Alors, ce qui ne devrait pas être le cas. Quand je prends par exemple le Maroc dit qu'il peut ne pas pleuvoir pendant 5 ans, mais lui il va continuer toujours à faire son agriculture. Parfait. Alors, dites-nous, en 2030, selon la communauté internationale, chacun doit avoir accès à l'eau potable et à des services hygiéniques. Et au Bénin, on parle de 2026 pour offrir aux populations de l'eau potable. Alors, sommes-nous en mesure d'être dans ce délai? Alors, il faut d'abord saluer les efforts du gouvernement qui se font chaque jour pour apporter de l'eau potable à nos populations du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais il faut dire qu'il reste encore des défis à relever. Lorsque nous sommes dans le septentrion, nous constatons qu'il manque de l'eau. Il manque de l'eau et il y a beaucoup de communes qui n'ont pas encore de l'eau potable. Est-ce que vous voyez? Je comprends bien, le nord, c'est les régions du socle. C'est des régions où la nappe n'est pas vraiment proche de la surface du sol. Les aquifères sont d'accès difficile, mais l'État doit pouvoir faire un effort pour pouvoir essayer d'accompagner ces populations pour qu'on puisse avoir facilement ce liquide vital. Vous savez très bien, l'eau c'est la vie. Et sans eau, on ne peut rien faire. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour cela que ce qui est dit cette année, accélérer le changement, enfin, n'est-ce pas, que nos populations puissent avoir de l'eau, n'est-ce pas, en grande quantité, consiste, n'est-ce pas, à inciter nos gouvernants à multiplier par 4 les efforts qui se font chaque fois pour qu'on puisse avoir beaucoup de forages, pour que les populations puissent avoir de l'eau potable.
Merci à vous, professeur Edia Flavien Devonou. Je rappelle que vous êtes spécialiste en management environnemental et puis qualité des eaux. Merci de votre intervention dans ce 13h Robin. Merci, monsieur. Et puis dans le secteur de l'eau et des mines, des investissements remarquables ont été consentis pour améliorer les infrastructures à Abomey-Calavi. Les ouvrages de production et de fourniture de l'eau potable ont été entièrement rénovés ces dernières années. Le débit d'eau a augmenté, la qualité a changé dans les robinets en tour, dans le système de fonctionnement et de veille de ces moyens de dernière génération mis à disposition pour juguler les pénuries en eau dans cette périphérie urbaine. C'est dans ce magazine de Ali Moumouni. Voici la nouvelle usine de traitement d'eau qui alimente Abomey-Calavi. L'ouvrage installé ici à Guadjokor, dans l'arrondissement de Zinvier, est opérationnel depuis plus d'une année. Vous êtes à l'usine d'eau de Zinvier, une usine d'eau complètement construite, achevée depuis 2020. L'inauguration a été faite en octobre 2020 et des essais ont été préalablement faits, donc l'usine est fonctionnelle depuis ce moment-là. C'est la solution mise en place par le gouvernement pour répondre au manque d'eau potable constaté dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Une quantité de 36 000 m3 est générée ici par jour. Le système fonctionne avec le nouveau château d'eau installé à Roueto. L'eau qui est produite au niveau de l'usine d'eau est envoyée dans la ville de Calavi et ce château d'eau récupère le surplus. Dans notre jargon, nous appelons ça un château d'eau d'équilibre, c'est-à-dire c'est le surplus qui monte au niveau du château d'eau. Et en cas de besoin, quand l'eau manque au niveau de la consommation dans les maisons, l'eau qui est montée au château redescend encore pour renforcer l'eau qui vient directement de l'usine. C'est un château d'eau d'un volume de 500 mètres cubes et c'est à 27 mètres sous la cuve, la hauteur je veux parler, c'est à 27 mètres sous la cuve. Ça alimente la grande partie de Calavi qui souffrait de manque d'eau, de manque de pression. Ça a corrigé, depuis que ces installations sont réalisées, ça a corrigé considérablement ces défauts qu'on enregistrait. Les plaintes ont baissé depuis et c'est pour le bien-être des populations. Pour le fonctionnement de l'usine de traitement de Zinvier, 8 forages sont réalisés afin de recueillir assez d'eau pour mieux servir les populations de la commune d'Abomey-Calavi. Les 8 forages nous donnent un débit de 1500 mètres cubes par heure, d'où les 36 000 mètres cubes jour. Voilà, nous sommes sur un des forages. C'est des forages qui ont un débit qui varie entre 260 mètres cubes heure et 150 mètres cubes heure pour le plus bas débit. Alors, l'eau qui vient des 8 forages est collectée, arrive par ce point-là. Et de ce point, ça passe par le tuyau que vous voyez, le tuyau de diamètre 800. Et ça monte, l'eau monte dans ces ouvrages que vous voyez, que nous appelons les tours de dégazage. Les tours de dégazage, il y en a 5. Chacun a une capacité de traitement de 364 mètres cubes par heure pour chacune des tours. Ici, c'est un système moderne qui est installé avec des matériels de dernière génération. Pour être plus efficace dans le travail, il est mis dans la réalisation de ce projet un outil qui nous aide beaucoup. On appelle ça la télégestion. Ça nous permet de gérer tous les ouvrages, tous les équipements à partir de cet écran que vous voyez. Je vous parlais tout à l'heure des 8 forages. Ils sont représentés là. À partir de cet outil, on peut démarrer ou arrêter chacun de ces 8 forages-là. À chaque étape, des équipes de permanence sont installées pour assurer le bon fonctionnement des différentes machines. C'est le cas au niveau de la salle de traitement et celle du cas réservé pour le contrôle de l'usine. Ici, nous faisons les traitements chimiques. Comme vous voyez, nous sommes dans la salle de traitement.
Et vous voyez avec moi 2 bacs de 2 mètres cubes d'hypochlorite de calcium et ici des bacs de 4 mètres cubes de chaux éteinte. Alors ici, nous préparons 1,5 kg d'hypochlorite de calcium chaque 3 heures, 4h30. Ça dépend de l'ingestion de notre pompe doseuse. Et de l'autre côté, on fait des préparations de 25 kg de chaux éteinte. Et une journée, après ou bien ça peut être moins d'une journée, ça dépend aussi de l'ingestion de notre pompe doseuse. Ici, nous nous chargeons de démarrer les forages, de les arrêter, de suivre l'eau qui rentre et l'eau qui sort de l'usine. Aussi, on est là pour veiller à ce que si un temps la SBE nous fait défaut, on est là pour gérer avec le groupe et autres. Au total, 3 pompes sont réalisées dans cette usine de traitement d'eau. En dehors de celles qui dessert l'arrondissement d'Abomey-Calavi, 2 autres pompes sont mises en place. Et puis à la veille de la célébration de cette journée consacrée à l'eau, le ministre de l'eau et des Mines a délivré un message à l'endroit de la population. Un message dans lequel le ministre Samou Sédou Adambi revient sur les efforts du gouvernement, à savoir la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de plusieurs projets. Je vous invite à le suivre. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, pour cette année 2023, la communauté internationale se retrouvera autour du thème accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement, pour commémorer la 30e journée mondiale de l'eau. Aujourd'hui, les ressources en eau font face à des contraintes majeures que sont les changements climatiques, l'accroissement de la demande, la dégradation de la qualité des eaux, les conflits d'usage et les tensions nationales ou internationales pour ce qui concerne les eaux transfrontalières. Pour faire face à ces préoccupations, de nombreuses initiatives sont prises au niveau international et national. Béninoises et Béninois. Sur le plan national, des efforts sont consentis par le gouvernement pour l'atteinte des ODD en général et pour l'ODD numéro 6 en particulier. Le programme d'action du gouvernement vise, dans son pilier 3, à accroître durablement le bien-être social des populations à travers son exercice relatif au renforcement des services sociaux de base et de protection sociale. Cet objectif est concrétisé à travers la mise en œuvre de plusieurs actions concrètes. En effet, dans le cadre de son programme d'action visant un accès universel à l'eau potable, le gouvernement a engagé la mobilisation d'importantes ressources pour la mise en œuvre de plusieurs projets devant desservir les populations non encore alimentées, estimées à plus de 7 millions de personnes, aussi bien en milieu urbain comme rural, à l'horizon 2024. Ainsi, depuis 2016, plusieurs projets initiés et mis en œuvre sont déjà achevés et les infrastructures sont mises en service. Ces infrastructures sont constituées des forages d'exploitation, des stations de traitement, des réservoirs de stockage et des réseaux de transport et de distribution d'eau. En milieu urbain, les progrès enregistrés à l'issue des travaux relatifs à ces projets ont permis un accroissement du taux de desserte de près de 20%, passant de 54% en 2016 à plus de 72% en 2022. Aussi, un programme de branchement à coût réduit, 50 000 francs par branchement au lieu de 105 000, a-t-il été mis en œuvre pour favoriser l'accès à l'eau potable des populations urbaines. Près de 66 000 branchements à coût réduit ont été réalisés au 31 décembre 2022. En ce qui concerne le milieu rural, les diverses réformes engagées ainsi que les travaux de réalisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages et des poses d'eau autonomes ont permis l'augmentation du taux de desserte de 42% en 2016 à 76,6% au 31 décembre 2022. Dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, des progrès significatifs ont également été enregistrés en matière d'amélioration de la connaissance et du suivi des ressources en eau, de la mobilisation et de la valorisation des ressources en eau dans un contexte de changement climatique à travers la construction des barrages multifonctions et la réhabilitation des micro-barrages. Toutes ces actions visent à changer le quotidien de plusieurs millions de nos compatriotes à travers l'accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2024, mais aussi pour garantir le service de fourniture d'eau à toutes et à tous dans le temps et dans l'espace. Chers compatriotes, malgré toutes ces initiatives nationales et internationales, ainsi que des avancées notables, les défis restent cependant à relever pour assurer un accès durable à l'eau et à l'assainissement, car les enjeux dans le domaine de l'eau et l'assainissement sont multiples et variés. Ils concernent tant la santé humaine, la sécurité alimentaire, l'environnement,
l'industrie, la production énergétique, le transport et le tourisme. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, l'eau est donc au centre de la vie économique et sociale des peuples. Point de vie sans eau, au regard de sa disponibilité, de son utilité et de ses usages. C'est pour ce faire que la communauté internationale a bien voulu que les réflexions de cette édition 2023 de la Journée mondiale de l'eau se focalisent sur la recherche de solutions pour accélérer le changement et résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. C'est l'occasion une fois encore pour le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, de réitérer son engagement de faire de l'eau la chose la mieux partagée dans notre pays, le Bénin, à l'horizon 2024 pour tous les usages aussi bien domestiques, agricoles que industriels. C'est le lieu de transmettre toute notre gratitude aux partenaires techniques et financiers et à tous les acteurs gouvernementaux et privés pour leur engagement permanent aux côtés de notre cher pays, le Bénin. Dans un autre volet, la Direction générale des impôts du ministère de l'économie et des finances veut davantage éduquer la population sur la nécessité de payer les impôts. C'est à travers une campagne de promotion du civisme fiscal lancée ce mardi à Cotonou, un projet soutenu par l'Agence française de développement. La cérémonie de lancement de la dite campagne a eu lieu à la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances. Clément Tchadé, Rachid Soubirou. Une campagne de sensibilisation lancée pour renforcer le civisme fiscal au Bénin et éduquer davantage la population sur la nécessité de payer les impôts. Une initiative de la Direction générale des impôts soutenue par l'Agence française de développement. Pour lancer les activités entrant dans le cadre de la campagne de promotion du civisme fiscal, plusieurs acteurs sont invités afin d'atteindre la cible visée. Il s'agit des cadres du ministère de l'économie et des finances, de la société civile, y compris les chefs religieux et traditionnels et les représentants des partis politiques. Occasion pour les organisateurs et partenaires de rappeler l'enjeu de la mobilisation des recettes fiscales aux invités. Le projet Mairie, qui s'est co-construit sur la base du partenariat et du dialogue qui est solide entre le ministère des Finances et l'Agence française de développement, tant au niveau stratégique que technique, et qui s'aligne complètement sur la priorité et les enjeux de sensibilisation sur le civisme fiscal, afin de poursuivre la transformation structurelle de l'économie et l'accélération du développement économique et social du Bénin. À travers cette initiative, la Direction générale des impôts entend mieux informer et surtout sensibiliser toutes les couches de la population sur les défis actuels des ressources fiscales et leur impact sur le développement du pays. Il est connu de tous que le Bénin, notre nation commune, est un pays à revenu essentiellement fiscal. Face aux différentes charges régaliennes, l'importance de payer les impôts et taxes n'est plus à démontrer, surtout à l'heure où nous parlons de la transition fiscale. La transition fiscale, c'est le mouvement économique qui fait que les recettes de porte de fiscalité, les recettes de la douane vont baisser au profit des recettes de fiscalité intérieure. L'administration se doit de vous informer non seulement des démarches à suivre pour accomplir vos obligations fiscales, mais aussi des facilités qui vous sont offertes dans ce sens. C'est ainsi parti pour 3 mois de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national afin de promouvoir le civisme fiscal au Bénin. Les différents acteurs invités à ce lancement s'engagent à accompagner la Direction générale des impôts pour sa réussite. Des engagements, mais aussi des recommandations ont ponctué la cérémonie de lancement de cette campagne. Dans la suite de ce trésor au Bénin, l'association des vaillantes femmes a organisé une marche sportive à travers la ville de Djougou. Cette marche a abouti à une séance de réjouissance et a mobilisé aussi bien les femmes que les hommes du club Hebdo Sport pour la réussite de cet événement festif. L'honorable Malik Sibou Gomina a apporté son soutien indéfectible. Le compte rendu avec Alassane Arounan, Abdou Sabi Trissou. De vaillantes femmes et les membres du club Hebdo Sport en marche de cœur dans les rues de Djougou
C'est le morceau choisi par ces hommes et femmes pour marquer d'un cachet spécial la journée internationale de la femme. Après avoir parcouru les différentes artères de cette ville, les voici à la devanture de la mairie pour une séance d'étirement. Mes impressions sont bonnes. D'abord, j'ai loué l'initiative parce que le sport, c'est la santé. C'est à ce titre que je suis venue soutenir les femmes. Dans la soirée, une buvette de la place a servi de cadre pour la dégustation des plats copieux. Au cours de cette randonnée festive, il a été aussi question d'échanger autour de la problématique liée à la violence basée sur le genre. Le thème parlait de la violence basée sur le genre. Parce que de plus en plus, nous avons constaté que malgré l'effort mis par le gouvernement pour établir des lois pour défendre les femmes, maintenant nous constatons que c'est nos sœurs qui violentent maintenant la gente masculine. Et nous avons fait un débat pour essayer de sensibiliser nos sœurs, comme quoi la paix du cœur, même là, fait partie de la vie sociale. Il faut toujours continuer par sensibiliser nos collègues femmes pour prôner la paix dans les foyers. Et qui dit la paix dans les foyers, dit déjà dans la société et dans tout l'environnement. Parrain de cet événement, l'honorable Malik Seibou Gomina. Il a une fois encore sidéré ces hommes et femmes à travers son appui. Le sponsor officiel, vous le connaissez naturellement, c'est le docteur Gomina Malik. Nous lui disons un grand merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour la gente féminine à Djougou. Merci pour tout ce qu'il fait pour le développement de Djougou. C'est tout un cérémonial qui a marqué la 4e édition de cette célébration. Une célébration qui vient davantage consolider les liens d'amitié et de solidarité entre ces hommes et femmes engagés pour le développement local. Puis nous parlons sport à présent. En image, les Guépards du Bénin affrontent cet après-midi les Guêpes du Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La compétition qui se jouera en début d'année 2024. Cette rencontre compte pour la 3e journée, donc la manche allée qui aura lieu au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou à quelques heures de cette rencontre importante pour le Bénin qui a perdu ses 2 premières sorties. L'ambiance est plutôt calme du côté du stade, bien entendu. Actuellement, l'office de gestion des stades est à pied d'œuvre avec les forces de défense et de sécurité pour les dispositions sécuritaires. Certains supporters effectuent déjà leur arrivée sur place. Nous en avons rencontré quelques-uns que je vous invite à suivre ici en ce qui concerne leur attente par rapport à ce match entre le Bénin et puis le Rwanda. Et tout d'abord, nous serons tous derrière nos Guépards. Ce soir, nous demandons juste à nos Guépards d'être solidaires sur le terrain, d'être motivés. Seule la motivation peut les amener à une victoire ce soir. Nous attendons juste une victoire d'eux ce soir. Les 3 points, ce ne sera pas facile. On sait que ce ne sera pas facile, mais tout ce que le peuple béninois veut ce soir, c'est les 3 points ou rien. Moi, j'attends rien que la victoire. Moi, je veux voir le changement et un nouveau départ. Non, en tant que compatriote, il faut souhaiter la victoire. Maintenant, vu le contexte avec un nouveau sélectionneur qui est là, avec beaucoup de jeunes qui sont là pour la première fois, l'essentiel, ce qu'on souhaite, c'est que ça puisse prendre pour qu'avec le temps, l'entraîneur ait la capacité, avec moins de pression, de mettre en place son système de jeu pour qu'on puisse espérer, comme les 2 matchs sont ici, on vient de l'entendre, il faudrait qu'on essaie de prendre les 6 points ici et puis qu'on souhaite beaucoup de chance à l'équipe et à l'entraîneur. Beaucoup d'ambition, beaucoup d'engagement, qu'on sente qu'ils sont en train de jouer pour un drapeau et que l'enjeu ne prenne pas sur la qualité de jeu qu'ils doivent offrir pour que
après la qualité, qu'on puisse avoir la victoire au bout, et ce qui va beaucoup donner satisfaction au public qui va beaucoup se déplacer. Merci beaucoup, Souley. Merci, Souley. Juste après ces interventions, Ali Moumouni, vous êtes journaliste sportif à la rédaction de Canal 3 Bénin. Vous êtes ici justement pour évoquer avec nous l'enjeu de cette rencontre. Quel est l'enjeu de ce match pour le Bénin? Oui, Eric, bonjour à tous. L'enjeu de cette rencontre, d'abord, il faut préciser que c'est primordial. C'est une rencontre capitale pour les Guépards du Bénin. Donc après, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, les deux premières sorties qui n'ont pas été fructueuses, avec 2 défaites à la clé, bien sûr, face à l'équipe championne d'Afrique, le Sénégal, et puis l'autre face à l'équipe du Mozambique. C'était même ici à Cotonou, du côté du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Donc cette rencontre qui s'était soldée sur le score d'1-0. Donc il est important désormais pour le Bénin, après cette défaite, de se relancer dans la compétition, de se relancer dans ces éliminatoires. Et donc il sera très important d'avoir donc les 3 points à l'issue de cette rencontre. Ce 3e match comptant bien sûr pour la 3e journée de ces éliminatoires. Et comme vous pouvez le constater sur le classement général, déjà le Sénégal est leader avec 6 points, donc confortablement installé dans son fauteuil, leader de ce groupe provisoirement, bien entendu. Le Bénin est dernier avec 0 points, donc avec un goal average de -3. Et ce sera donc très impérieux, très important pour nos ambassadeurs. Je vais parler bien sûr des Guépards du Bénin. Alors pensez-vous que les Guépards ont-ils une chance de gagner cette rencontre? Oui, c'est possible parce qu'on parle de football et puis aujourd'hui, longtemps, on a considéré le football comme étant une épreuve beaucoup plus scientifique. Oui, d'accord, on est d'accord avec les schémas tactiques et tout ce qui se prépare à l'entraînement avant la rencontre, mais il y a aussi les statistiques qu'il faut prendre en compte. On ne refuse pas par rapport à toutes ces probabilités qui concernent bien entendu ce qui concerne l'histoire, mais s'il faut revenir à ce qui se passe aujourd'hui de nos jours avec l'évolution du football, 90 minutes donc peut déterminer si une équipe est capable de remporter une rencontre ou pas. On l'a vu bien entendu lors de la Coupe du Monde passée avec cette rencontre entre l'équipe de l'Arabie Saoudite et puis l'équipe championne en titre du monde, bien entendu l'Argentine. On a vu ce que ça a donné en ouverture. Donc je crois que c'est très possible pour les équipes. Et également quand on tient compte des individualités que nous avons aujourd'hui, je crois que c'est bien possible de battre cette formation, puisque quand nous tenons compte également au classement de la FIFA, le Bénin est 18e au plan africain, donc 91e au plan mondial. Par contre, notre adversaire du jour, le Rwanda, est classé 137e au plan mondial et 40e au plan africain. Je vois déjà, en tenant compte de ces statistiques, que le Bénin n'est pas favori. Également, on a beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger et ça fait partie des atouts pour les Guépards du Bénin. Un mot sur le schéma tactique. En tout cas, à l'issue des dernières séances d'entraînement, il est probable que le Bénin évolue en 3-5-2 du point de vue des propos de l'entraîneur. Oui, ce schéma tactique qui certainement est retenu à l'issue, bien sûr, des 2 séances préparatoires que le nouveau sélectionneur Guénor a eu avec son effectif. 2 séances seulement tactiques, certainement, basées sur le schéma que nous allons découvrir certainement aujourd'hui lors de cette rencontre. Un schéma qui est, comme vous l'avez dit, composé, un schéma tactique qui se présente sur cet angle de 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et puis 2 attaquants qui seront bien entendu Jodel Dossou et Tosin Ayoboum, probablement, puisque l'entraîneur l'a bien dit en conférence de presse. Steve Mounier ne sera pas disponible compte tenu d'une blessure, donc il ne sera pas disponible pour toute la rencontre, mais il a confirmé qu'il pourra jouer une partie de cette rencontre. Il y a également Stéphane Sessignon sur qui on peut compter pour son expérience en fin de rencontre, c'est bien possible. Et aujourd'hui, dans ce schéma, il a fait confiance aux jeunes joueurs, quelques jeunes joueurs, entre autres Youssouf Sogba, Alaïtan, le jeune Doku de moins de 20 ans qui était du côté de l'Égypte avec les écureuils U20. Il y a aussi David Kiki, et puis en défense, il y aura bien sûr Khaled Adenon, le capitaine des Guépards, qui sera donc aux côtés de Verdon et puis de Cédric Hontonji pour ce classement. Merci à vous, Ali Mouni. Bonne chance aux Guépards. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.